En pleine guerre froide, alors que les preuves des purges, des camps de travail et de toute la terreur d'État commençaient vraiment à s'accumuler de l'autre côté du rideau de fer, Jean-Paul Sartre, qui était quand même la figure intouchable de l'intelligentsia parisienne, a eu cette formule assez glaçante pour qualifier le bloc soviétique. Il a dit: «Ce monstre tout barbouillé de sang, c'est quand même le socialisme». Oui, c'est une citation qui frappe fort. Ah mais c'est terrifiant. Et du coup, on peut légitimement se demander comment l'élite intellectuelle d'une nation libre, ultra culturée et théoriquement très attachée aux droits humains, a pu en arriver à excuser ou en tout cas à rationaliser une telle violence juste au nom d'une idéologie. C'est vraiment le cœur même de ce paradoxe, en fait. C'est l'idée que si ton intention de départ porte, disons, la bonne étiquette, tu peux toujours trouver une justification historique aux montagnes de cadavres. Et c'est exactement cette mécanique de l'aveuglement qu'on va explorer aujourd'hui. Et pour cette exploration, on va plonger dans un texte vraiment fondamental de la pensée politique du XXe siècle, qui est L'opium des intellectuels de Raymond Aron. Tout à fait. Plus précisément, on va se concentrer sur ses préfaces de 1955 et 57 et sur son tout premier chapitre qui s'appelle Le mythe de la gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ambition d'Aron, c'était pas du tout de distribuer des bons ou des mauvais points. Non, c'était vraiment d'essayer de comprendre. Exactement. Comprendre comment la pensée politique pouvait se muer en un dogme totalement aveugle. Et d'ailleurs, pour planter le décor dès les premières pages, il cite la philosophe Simone Veil avec une phrase vraiment chirurgicale. Elle dit: «Le marxisme est sans doute une religion, dans l'acception la plus basse de ce mot». C'est très fort. Et je pense qu'il est d'ailleurs crucial, avant de plonger vraiment dans les rouages de cette analyse, qu'on établisse une règle de lecture pour notre échange. Oui, c'est super important de le préciser. L'objectif de notre analyse approfondie aujourd'hui n'est en aucun cas de prendre position pour ou contre un camp politique. On n'est pas là pour valider ou condamner la gauche ou la droite actuelle. Non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de chausser les lunettes de Raymond Aron, d'adopter strictement son cadre analytique et historique. L'intention, c'est d'observer avec une impartialité totale comment un auteur a décortiqué les mécanismes psychologiques de l'intelligentsia de son époque. Et comment, au final, les étiquettes politiques peuvent parfois masquer toute la complexité du monde réel. Exactement. Bon, décortiquons un peu ça, parce que l'une des premières cibles d'Aron dans ce texte, c'est justement cette notion d'une gauche avec un grand G qui existerait comme une entité intemporelle et super cohérente. Il attaque d'emblée ce qu'il appelle le mythe rétrospectif. Le mythe rétrospectif, oui. Parce que, personnellement, j'ai toujours eu l'impression, en lisant nos manuels d'histoire, qu'il y avait une espèce de grande marche unie des progressistes depuis la Révolution de 1789. Mais Aron affirme que cette unité n'a tout simplement jamais existé. En fait, c'est un vrai point de bascule dans son argumentation. Il démontre que la gauche, d'un point de vue purement historique, c'est une reconstruction idéologique. D'accord. Si on observe attentivement la période qui va de 1789 à 1848 en France, les différents groupes qu'on qualifiait de progressistes n'avaient qu'un seul vrai dénominateur commun. Lequel ? Leur haine viscérale de l'Ancien Régime, de la monarchie absolue et de la société d'ordre. Mais dès lors qu'il a fallu construire un nouveau modèle, là, l'illusion de l'unité a complètement volé en éclats. Ah oui, ils n'étaient d'accord sur rien d'autre en fait. C'est ça. Pendant la Révolution française, les constituants, les Girondins et les Jacobins se sont littéralement entretués. Ouais, c'était un bain de sang. Ils avaient des visions diamétralement opposées sur des trucs fondamentaux comme la liberté de la presse, le droit de propriété ou même la centralisation de l'État face au fédéralisme. Mais alors d'où vient cette idée d'un grand front uni ? Parce que si les acteurs de l'époque passaient leur temps à s'y guillotiner les uns les autres au nom de visions incompatibles, comment on en est arrivé aujourd'hui à célébrer un héritage commun ? Eh bien, c'est là qu'intervient la fameuse construction du mythe. C'est sous la Troisième République, donc bien plus tard, qu'un homme politique comme Georges Clemenceau a décrété cette célèbre formule. Il a dit « La Révolution est un bloc ». Un bloc. Mais c'était faux historiquement parlant, non ? Si et le parlementarisme naissant, avec l'héritage, souvent très sanglant d'ailleurs, de la Révolution. Ah, je vois le genre. En créant ce mythe d'une gauche historique unie qui lutterait depuis toujours contre les forces de la réaction, on a fourni une généalogie un peu glorieuse et très rassurante à des factions politiques qui en vérité passaient leur temps à se diviser. Tu sais, c'est un mécanisme qu'on retrouve hyper souvent même en dehors de la politique. Ah oui, tu penses à quoi ? Il suffit d'imaginer une entreprise naissante, genre une start-up totalement chaotique, où les fondateurs se détestent, se trahissent et se font des procès interminables pendant les premières années. Ouais, un vrai cauchemar. Et puis,
30 ans plus tard, quand l'entreprise est cotée en bourse et a besoin de rassurer ses investisseurs, la direction de la communication publie une super belle brochure racontant l'histoire d'une équipe de visionnaires unis depuis le premier jour par un plan magistral. C'est une excellente comparaison. Clémenceau, au fond, il a juste fait le travail du directeur de la communication de la République en réécrivant le chaos pour en faire un récit fondateur bien propre. C'est une analogie parfaitement pertinente pour saisir la nature d'un mythe politique. Et cette absence d'unité originelle dont parle Aron, ça pose une question centrale pour la suite de l'histoire idéologique. Pourquoi? Car une fois que cette gauche bourgeoise, disons modérée, a fini par s'installer durablement au pouvoir, une fois qu'elle a garanti les libertés constitutionnelles, la liberté d'expression et le suffrage universel, Ouais, le job était fait, quoi. voilà, pourquoi le combat ne s'est-il pas arrêté? Pourquoi ne pas avoir simplement déclaré la victoire du progressisme? C'est vrai, l'ancien régime était mort et enterré. Le but initial était atteint. Donc, qu'est-ce qui a bien pu relancer la machine avec autant de virulence au 19e et 20e siècle? L'irruption du marxisme, c'est ce qu'Aron identifie vraiment comme la grande déchirure. Avec le marxisme, l'objectif fondamental change complètement de nature. C'est-à-dire? La lutte ne vise plus à affranchir le tiers-état de l'aristocratie, mais à affranchir le quatrième état, c'est-à-dire le prolétariat industriel. Ah oui, donc on change d'ennemi. On s'attaque à la bourgeoisie. Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on passe d'un combat pour la libération politique à un combat pour l'organisation économique. Le glissement est énorme en fait. On ne se bat plus contre le roi ou le clergé pour avoir le droit de voter. On se bat contre le propriétaire de l'usine, contre le capitaliste, pour abolir le marché. Ce n'est plus du tout la même philosophie. Et c'est ce changement radical de paradigme qui produit ce qu'Aaron nomme la dissociation des valeurs. La dissociation des valeurs, tu peux expliquer? Bien sûr. Tant qu'on reste dans le cadre d'une démocratie parlementaire occidentale assez classique, les étiquettes gauche et droite parviennent à peu près à maintenir une illusion de cohérence. Ok. Mais dès qu'on exporte ces idéologies en dehors de leur terreau d'origine, par exemple en Amérique du Sud, la boussole idéologique s'affole complètement. Le cadre analytique traditionnel implose. Ah oui, c'est le moment d'aborder un des exemples les plus marquants de son livre, l'Argentine de Jean Péron. Oui, un cas d'école très révélateur. Parce que sur le papier, si on regarde les méthodes employées par Péron, on a affaire à un militaire qui instaure un régime hyper autoritaire, qui suspend les libertés constitutionnelles et qui muselle l'opposition. Donc avec nos critères habituels, c'est la définition classique d'un régime d'extrême droite. Tout à fait, c'est ce qu'on se dirait. Mais Aron montre que la réalité locale est beaucoup plus complexe. Comment ça alors? En fait, la base de soutien de ce régime autoritaire n'était pas du tout la grande bourgeoisie conservatrice ou l'oligarchie traditionnelle. C'était même le contraire. Le mouvement de Péron s'appuyait massivement sur les descamisados. Les sans-chemises. Voilà, c'est-à-dire les masses ouvrières et les classes les plus défavorisées de la société argentine. Mais attends, pourquoi les plus pauvres soutiendraient un dictateur militaire? Parce que ce dictateur s'attaquait directement aux grands propriétaires terriens. Et ironiquement, ces mêmes propriétaires terriens se faisaient les champions d'un parlementarisme de façade qui servait uniquement à protéger leurs propres privilèges économiques. Ah, le casse-tête. Alors comment on classe ce phénomène sur notre échiquier politique classique? Est-ce que c'est un mouvement de gauche parce qu'il défend les pauvres et combat le capitalisme oligarchique? C'est la question. Ou alors, est-ce que c'est un mouvement de droite parce qu'il détruit la démocratie libérale et utilise des méthodes dictatoriales? Tu vois le problème? Les valeurs politiques de la gauche historique, comme la liberté d'expression ou les droits constitutionnels, se sont totalement déconnectées de ces valeurs sociales comme la lutte contre la pauvreté. La liberté devient l'ennemi de l'égalité. C'est fou. Et du coup, l'extrême gauche et l'extrême droite finissent par se ressembler, non? Exactement. Aron pousse ce constat de la dissociation des valeurs jusqu'à son aboutissement le plus sombre. Il démontre que, sous des justifications théoriques qui sont à la base diamétralement opposées, on arrive au même point. D'un côté, le nationalisme et la race pour l'extrême droite. Oui, et de l'autre, l'universalisme rationnel et l'émancipation de classe pour l'extrême gauche. Eh bien, le pseudo-fascisme et le pseudo-communisme débouchent sur la même réalité concrète, le totalitarisme. Ouais, le résultat est le même. Dans la pratique, on retrouve invariablement la destruction des libertés individuelles, le parti unique, le règne absolu de la police politique et la planification étatique. Ce qui nous ramène directement à la phrase de Sartre qu'on a évoquée au tout début. Tout à fait.
Voici où ça devient vraiment intéressant. Si les réalités du pseudo-fascisme et du pseudo-communisme se rejoignent dans la terreur et les camps de concentration, pourquoi cette élite intellectuelle française condamnait implacablement le régime de Franco en Espagne, à très juste titre d'ailleurs, tout en trouvant des excuses complètement tordues au goulag stalinien? C'est vraiment la quintessence de la complaisance idéologique, analyse Aron. L'explication, elle réside dans ce qu'on appelle l'eschatologie marxiste. Oula, un grand mot. C'est quoi exactement? C'est la croyance en une fin ultime et parfaite de l'histoire. Le fascisme est condamné par ses intellectuels parce que son principe fondamental est intrinsèquement mauvais. Ouais, il repose sur l'inégalité assumée. Voilà. Et la violence y est une fin en soi. À l'inverse, l'idéologie communiste, elle porte en elle une promesse lumineuse d'une humanité enfin réconciliée, la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc pour l'intellectuel aveuglé, les crimes soviétiques, ce ne sont pas les conséquences directes d'un système pourri. Non, ce sont simplement de tragiques accidents de parcours, des nécessités douloureuses mais inévitables pour accoucher d'un monde parfait. Le mot socialisme agit en fait comme un talisman magique qui purifie les pires moyens parce que la fin est supposée noble. C'est exactement ça. Mais si on quitte un instant le terrain des grandes abstractions philosophiques pour regarder vraiment l'application économique de cette idéologie, l'argumentaire d'Aron est tout aussi percutant. Oui, on peut parler de la nationalisation. Prenons ça, oui, la grande revendication économique de la Boche d'après-guerre. L'idée est hyper simple. Il faut arracher les moyens de production aux grands monopoles privés, aux fameux trusts, et les confier à l'État pour que la richesse revienne au peuple. En théorie, l'ouvrier n'est plus exploité par le capital, donc le but ultime est atteint, non? En théorie, oui, ça a l'air parfait. Mais Aron souligne une réalité beaucoup plus cynique. Transférer un titre de propriété du secteur privé au secteur public, ça ne change absolument rien à la nature profonde du travail industriel. C'est hyper frappant. C'est comme si on enlevait le milliardaire caricatural avec son haut de forme et son cigare du conseil d'administration Ouais, et qu'on le remplaçait simplement par un super haut fonctionnaire de l'État en costume gris nommé par un ministère. c'est exactement l'image. Pour l'ouvrier métallurgiste, le long de sa chaîne de montage, l'aliénation reste totalement intacte. Le travailleur, il doit toujours pointer à la même heure, il est toujours soumis au chronomètre et il reçoit toujours des ordres d'un contremaître. Changer de patron, ça n'a pas aboli la pénibilité du travail. Et c'est pour décrire ce phénomène qu'Aron introduit le concept de hiérarchie technobureaucratique. Il s'appuie d'ailleurs sur des exemples très concrets de son époque. Lesquels, par exemple? Les charbonnages de France ou la régie Renault, qui venait tout juste d'être nationalisée. Aron explique que l'organisation complexe d'une société industrielle moderne, elle exige de la discipline. Il faut des ingénieurs, des directeurs, des exécutants. La suppression du profit privé n'efface pas magiquement la subordination. C'est sûr. Et si nous relions cela à une vision plus globale, Aron met en lumière un paradoxe profondément tragique lié à cette étatisation massive. Quel paradoxe! Est-ce que le remède se révélerait pire que le mal? D'une certaine manière, oui. Historiquement, l'élan de la Révolution visait à libérer l'individu des corps intermédiaires traditionnels qui l'étouffaient. Mais en poussant la logique de la nationalisation à l'extrême, on finit par détruire toutes les structures de pouvoir indépendantes. Ah oui, je vois. Le capitalisme privé, malgré tous ses énormes défauts, créait quand même une pluralité de pouvoirs économiques. En nationalisant l'économie entière, l'État devient le seul et unique propriétaire. Le seul employeur et le seul producteur. En voulant abattre le patron, on détruit en fait la diversité des patrons, et l'individu se retrouve totalement seul, atomisé, face à une machine bureaucratique gigantesque. C'est ça? Si tu es en conflit avec un employeur privé, tu peux démissionner et chercher du travail ailleurs. Si l'État est l'unique employeur et que tu t'opposes à lui, Tu perds tout moyen de subsistance. précisément. Cette destruction de la complexité sociale occidentale, ça ouvre une voie royale au despotisme bureaucratique. La quête absolue pour libérer l'individu finit par le livrer, pieds et poings liés, à la tutelle politique de l'État. C'est une inversion complète de la promesse émancipatrice de départ. Et d'ailleurs, cette analyse des dynamiques bien françaises amène Aron à faire un petit détour par la géographie qui est assez croustillant. Oui, sa comparaison avec l'Angleterre. La comparaison est cinglante, oui. Il oppose la frénésie idéologique de l'intelligentsia française au flegme très pragmatique de la Grande-Bretagne. De l'autre côté de la Manche, on ne parle pas du tout de grand soir, on ne cherche pas à précipiter la fin de l'histoire. Le contraste est vraiment saisissant, tant sur le plan politique que sociologique. Aron relève qu'à l'époque où la France est déchirée par des débats existentiels et des luttes de classe grandiloquentes, l'Angleterre ne possède pas de parti communiste de masse. Et n'a jamais vu naître de mouvement fasciste d'envergure non plus. Exactement. Il prend l'exemple très évocateur de William Joyce, un fasciste britannique qui s'était mis au service de l'Allemagne nazie pendant la guerre.
Et que s'est-il passé pour lui? À son retour en Angleterre, il a été jugé et exécuté. Mais pas du tout comme l'avatar d'une grande force historique du mal ou le représentant d'une doctrine illégitime, non, très banalement, comme un traître à la nation. Le paysage politique britannique est vraiment structuré différemment. Là-bas, le clivage se fait entre les conservateurs et le parti travailliste, le Labour Party. Mais alors, si le Parti travailliste, qui est donc la gauche anglaise, ne réclame pas la dictature du prolétariat, de quoi il discute au Parlement? Eh bien, ils débattent de choses très concrètes, on pourrait presque dire de la plomberie sociale. Ils cherchent à déterminer le taux d'imposition optimal pour financer l'assurance maladie, ils discutent de la dose exacte de protection sociale, les limites du fameux welfare state. Donc l'État-providence. Voilà. Et Aron explique ce pragmatisme par un consensus fondamental. En Grande-Bretagne, le libéralisme politique, c'est-à-dire le respect inconditionnel de l'état de droit et du pluralisme, n'est plus l'arme d'un camp contre un autre, c'est devenu un bien commun. Même les socialistes les plus ardents là-bas refusent de remettre ça en question. Le cadre libéral est accepté par tous, ce qui permet de se concentrer sur les détails pratiques de la redistribution. Tout à fait. Et les Britanniques acceptent aussi les dures réalités mathématiques de l'économie. Brown cite un exemple fascinant sur les limites du fameux welfare state. Ah oui, cette histoire de taxes. Oui, il évoque des statistiques de l'époque qui montrent que les taxes prélevées par l'État sur la consommation populaire, notamment sur le prix de l'alcool et du tabac, ça finissait par annuler en valeur globale les sommes que ce même État reversait aux familles modestes sous forme d'aide sociale. L'État donne d'une main ce que la fiscalité reprend de l'autre. Exactement. Et face à ce genre de réalité mathématique, l'approche britannique consiste à ajuster les curseurs avec pragmatisme. Ils savent qu'une égalité absolue des revenus détruirait le dynamisme économique qui finance justement ce système de protection sociale. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? Pourquoi ce pragmatisme, qui améliore pourtant concrètement les conditions de vie des travailleurs, dégoûte-t-il autant l'intelligentsia française? C'est une excellente question. Pourquoi cette élite parisienne, qui boit des cafés à Saint-Germain-des-Prés, se passionne pour un prolétariat mythique et des mots grandiloquents comme la reconnaissance de l'homme par l'homme, au lieu de se concentrer sur des lois sociales pragmatiques? Les Français aiment simplement le drame littéraire. En partie, oui. Mais au fond, si on suit le raisonnement d'Aron, l'intellectuel français a un besoin psychologique viscéral de se sentir prophète. Ajuster un taux d'imposition, ça fait de vous un comptable. Annoncer la révolution finale du prolétariat, ça fait de vous l'égal d'un prêtre qui guide l'humanité. C'est ça. L'intellectuel refuse la gestion terne du réel pour s'enivrer de la pureté de l'idéologie. C'est ce qu'il appelle la religion séculière, en fait. Exactement. Avec le déclin de l'influence de l'Église, un vide spirituel s'est creusé. Une grande partie de l'intelligentsia ne supportait pas l'idée que l'histoire ne soit qu'une suite chaotique d'événements. Le marxisme a rempli ce vide à la perfection. Le paradis n'est plus dans l'au-delà, il est à construire sur Terre. Et ça permet de faire la synthèse de la leçon majeure qu'on peut tirer de toutes ces sources. Oui, vas-y. L'opium des intellectuels diagnostiqués par Aron, ce n'est pas un manque d'intelligence. L'opium, c'est cette croyance presque religieuse en une histoire qui avance toujours dans la bonne direction. L'optimisme historique. Et cette foi absolue excuse les moyens les plus violents pour atteindre une fin supposée parfaite. La certitude absolue engendre inévitablement le fanatisme. Celui qui croit posséder la science définitive du bien ne voit plus des opposants politiques avec lesquels il faut négocier. Il ne voit que des ennemis du genre humain qu'il est moral d'écraser. Et c'est pour ça que c'est si important d'étudier ce texte aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent. Ah oui, son avertissement est intemporel. Il faut écouter les discours politiques actuels avec un détecteur de mythes bien activé. Se demander si on n'est pas aveuglé par des mots flatteurs ou par de l'indignation programmée. Il y a d'ailleurs une dernière perspective induite par les préfaces plus tardives d'Aron, qui mérite qu'on s'y attarde pour conclure. Quelle perspective en Jean? Il anticipe que l'ère des grandes idéologies totalitaires, comme le stalinisme, qui a fini par être dénoncé par Khrouchtchev lui-même, semblait derrière nous. Mais que les sociétés, en s'enrichissant et en gagnant en confort, allaient faire face à un danger inverse. Si on est guéri de ce besoin fanatique de réinventer le monde par la violence, le remède n'est-il pas tout aussi dangereux? C'est quoi ce nouveau péril? L'indifférence cynique. L'expert soulève une question vraiment troublante. Le fanatique animé par la haine est terrifiant, certes, mais une humanité repue, satisfaite d'elle-même, et qui deviendrait fondamentalement incapable de s'indigner face à ce qui reste injustifiable dans le monde. Ce vide spirituel? Cette atonie n'est-elle pas une autre forme de défaite pour l'humanité? Le cynisme absolu.
pourrait être l'effet secondaire redoutable du sevrage de l'opium intellectuel. C'est un vrai vertige intellectuel pour terminer. Ça donne énormément matière à réflexion pour cultiver l'esprit critique de chacun. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette exploration intellectuelle complexe avec nous aujourd'hui. On laisse cette dernière question résonner. À très bientôt pour un prochain échange.